L'ombre de la grande histoire sur une île perdue. La douceur des tropiques. La rigueur des falaises. L'azur insoupçonné des paysages. Une tombe vide dans le creux d'un vallon. Un drapeau français planté en terre anglaise. Une chambre blanche où la gloire a pâli. Un nom appris sur les bancs de l'école, Sainte-Hélène, illustre et lointaine inconnue. Pour l'atteindre, il faut d'abord aller en Afrique du Sud. On cueillera quelques images au passage pour le plaisir. Une chute de brume, cascade de nuages qui s'évanouissent en descendant sur la ville du Cap, vers notre point de départ. Ils sont par là. Passez la sécurité et puis vous le verrez. Ok, thank you. C'est un navire de 100 mètres de long, le RMS Sainte-Helena, mi-cargo, mi-paquebot, qui va nous embarquer. Avec nous, Michel d'Antoine Martineau, le consul de France, qui rentre chez lui. À la barre, le capitaine Yang. Je suis journaliste. Hello, how do you do? Rodney. How do you do? À bord, 55 membres d'équipage et 120 passagers. Parmi eux, 2 Français, Pascal et Frédéric, des passionnés d'histoire qui sont déjà venus plusieurs fois à Sainte-Hélène. Donc vous verrez au restaurant, ils sont tous habillés avec un Spencer, ils servent en livret, enfin, c'est assez british. Aujourd'hui, Sainte-Hélène est un des lieux les plus isolés au monde. Il n'y a pas d'aéroport. Le bateau est le seul moyen d'y accéder après 2700 km et 5 jours de mer. Nous, ça dure que 5 jours, mais Napoléon, lui, il a mis 3 mois quand même pour venir à Sainte-Hélène. Donc c'était un très très long voyage. Le 9 août 1815, après Waterloo, après l'abdication, Napoléon est emmené contre son gré par les Anglais vers Sainte-Hélène. Les gravures de l'époque le montrent, saluant la France, qu'il ne reverra jamais. Notre bateau entre dans le rythme paisible de l'Atlantique Sud en cette saison. Vitesse de croisière 15 nœuds, 28 km/h. Pour le consul de France, c'est presque une routine. Depuis 30 ans, il a fait le trajet une bonne 50aine de fois. Il faut l'accepter comme une parenthèse. Et pour moi, je trouve que ce qui est formidable, c'est que comme il n'y a pas d'internet, pas de moyens de communication, ça permet vraiment de décompresser. Pour Napoléon, le voyage fut interminable et éprouvant. 1100 personnes s'entassaient sur son navire. L'empereur se montrait peu, mais il impressionnait l'équipage. Tous savaient qu'il vivait un moment historique. Donc c'était à qui apercevra l'empereur, à qui il dira quelques mots, etc., à qui il pincera l'oreille, parce qu'il savait qu'il rentrait dans l'histoire. Autour de nous, à perte de vue, il n'y a rien. Le bateau transporte le ravitaillement de l'île, 800 tonnes de fret, des habitants qui rentrent chez eux et quelques touristes qui apprivoisent le temps, chacun à sa manière. Ça, c'est le petit plaisir du voyage. Les petits plaisirs du voyage. Shuffleboard, Kittle, Bingo, Quiz, toute une gamme de jeux typiquement anglais. Oui, on a plein de jeux idiots. C'est bon d'être un peu fou à bord. Sans oublier le cricket, indispensable. Pascal Laparlière, lui, cultive un autre genre de loisir. Alors là, vous avez quelque chose à nous montrer? J'ai une petite surprise. Ah oui? Ce qui l'intéresse, c'est l'étoffe du héros. Et vous vous promenez toujours avec? Non, là c'est une commande de l'office de tourisme de Sainte-Hélène, Ah oui. voilà, que j'ai fait réaliser dans un petit atelier à Dinard. C'est la réplique exacte de l'uniforme de Napoléon quand il était à Sainte-Hélène. Il en existe 2 exemplaires. Il y en a un qui est au musée de Sens et l'autre, il est dans la tombe. Il est magnifique, il est magnifique.
Non, on s'y croirait presque. Hein. La Légion d'honneur, La l'épée La et redingote, bien la sûr première. Je peux l'essayer? Oui. le fameux bicorne. C'est assez rigide. Ah oui, là il a vraiment une petite tête, parce que là ça va pas du tout. Et Napoléon, il avait une petite tête ou... Napoléon, en fait, il avait un peu mon gabarit, petit et replé. Ça suffit pas pour s'identifier. Non. À l'extérieur, le décor bouge mais ne change pas. Après la pleine mer, une autre pleine mer. À l'intérieur, dans le sillage de l'empereur, le RMS Sainte-Helena transporte toujours une cargaison d'histoire, comme celle de Monsieur Dofton, venu sur les traces d'un ancêtre qui a connu Napoléon, tout spécialement d'Angleterre, avec sa femme. Napoléon est un géant de l'histoire. Et c'est fascinant de penser que mon arrière-arrière-grand-père ait pu le côtoyer. Je pense que toute sa vie, il a rêvé de venir à Sainte-Hélène. Et voilà, nous y sommes, enfin. Le RMS entretient l'atmosphère des voyages à l'ancienne. C'est le dernier des Royal Mail Ships, bateaux du courrier de Sa Majesté, qui assure une liaison vers un des confettis de l'Empire britannique. Les nuits glissent une à une sur le bastingage. Sainte-Hélène reste encore mystérieuse, prisonnière de l'image de nos livres d'histoire. On l'envisage battue par les vents, hostile, liée au sort funeste de Napoléon. Je suis contente qu'il soit venu parce qu'il a fait connaître Sainte-Hélène. C'est mon île, je l'adore et je la partage avec Napoléon. Et puis, un matin, l'océan livre sa promesse. À l'horizon, ce n'est pas un nuage, ce n'est pas un mirage. 5 jours de vie entre parenthèses, d'attente, et on la voit qui apparaît comme ça. Un peu aride quand même. Là, elle est quand même conforme à la légende. C'est une forteresse de rochers. Impressionnant pour vous? Ah oui, c'est impressionnant, oui. À son arrivée, en octobre 1815, Napoléon, lui, n'était pas vraiment enthousiaste. Pour les passagers, c'est un spectacle unique. Cette muraille de 200 mètres de hauteur dressée droit sur la mer, la même qui avait accueilli Napoléon le 15 octobre 1815 au petit jour, après 3 mois de voyage. Il monte sur le pont, il regarde, tout le monde évidemment l'observe pour avoir le moment historique du premier commentaire, mais pas une expression, pas un mot. Tout de suite, il va dans sa cabine et il réfléchit et allez, c'est parti. La légende commence. Parce qu'il faut pas se leurrer. Ce rocher, c'est quand même un décor formidable pour construire une légende ou pour écrire sa propre histoire. La baie de Jamestown est l'endroit le plus accessible de Sainte-Hélène, mais le bateau ne peut pas accoster. Thank you, Captain. Okay, see you next week. Le capitaine nous donne rendez-vous dans 8 jours. Il poursuit sa route vers l'île d'Ascension et reviendra nous chercher. C'est l'aventure qui continue. Tout à fait. Michel d'Antoine Martineau, le consul de France, va retrouver son bureau et sa maison du bout du monde. On est transporté dans le temps. On débarque comme on débarquait il y a 200 ans. Hein. C'est la chaloupe. C'est exactement pareil. Du temps de la marine à voile, Sainte-Hélène était un lieu stratégique, une escale sur la route des Indes, l'auberge de l'Atlantique Sud. Napoléon lui aussi avait appris son nom sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, elle reste une colonie de la couronne britannique. La capitale, Jamestown, est une petite ville tranquille avec seulement 2 rues, dont l'une porte le nom de l'empereur. Mais si l'on cherche ses traces, il faut aller à l'hôtel consulaire. Regarde ça, sur le mur. En bon français, nous dirons que la décoration est de circonstance. The manager's choice of Napoleon. C'est la directrice qui a mis tout ça. Vous aimez? Oui, ça me plaît, toutes ces belles images de Napoléon. La directrice a résolument choisi le camp de la gloire.
Pour elle, Napoléon n'est pas l'ogre ni le monstre que décrivaient les Anglais à l'époque. Je veux que l'on reconnaisse toute son importance dans l'histoire de l'île. Jusqu'à présent, elle a été sous-estimée. Au début, il était plutôt mince. Et puis on s'est dit qu'il était plus enveloppé, surtout pendant son séjour ici. Et du coup, on l'a modifié pour renforcer la silhouette. Il y a beaucoup de travail quand le bateau arrive. Oh oui. Pour Henri, c'est toujours un moment intense. Les magasins ici ne sont ravitaillés qu'une fois par mois. Je suis devenu taxi. Depuis la dernière livraison, les stocks avaient bien baissé. Napoléon n'est pas la préoccupation quotidienne. Pour les touristes, c'est bien, il y a beaucoup de choses à voir. Mais vous, cette histoire vous intéresse? Non, pas beaucoup. Il y a 4800 habitants à Sainte-Hélène, dont 2 Français en public consul. Are you the French television? Je suis Cynthia. Vous êtes Cynthia, vous venez? Cynthia n'est pas venue pour l'empereur. Elle a fait des études à Marseille et elle a trouvé ici un travail dans la protection de l'environnement. Mais il est 17h et il y a une urgence. Les magasins vont fermer. Il faut vite profiter des légumes frais débarqués par les bateaux. Vous n'avez pas trouvé grand-chose. Ah bon? Pas comparé à France. Ah non, il n'y a pas de fromage ici. Fromage de chèvre, oubliez. Il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas de crème fraîche ici. Pour avoir de la crème, il faut que j'aille dans l'autre magasin. Ah bon. Nous retrouverons Cynthia un peu plus tard. La vue au-dessus de Jamestown donne une idée du relief tourmenté. Le seul terrain plat est la mer quand elle est calme. L'histoire de l'exil s'écrit aussi sur ces escarpements. Pour prévenir toute tentative d'évasion, l'île, qui fait à peine 17 km de long, était hérissée de canons et une dizaine de vaisseaux croisaient autour en permanence. Napoléon faisait peur. Les caricatures anglaises le représentaient comme un géant qui s'ennuie sur un caillou. His Excellency the Governor and Mrs. Mark Cates. Une invitation ce soir-là nous conduit dans un lieu où s'est forgée en partie la légende de Napoléon. Réception à la résidence du gouverneur avec le consul de France et nos 2 amis, les touristes français. C'est un voyage dans l'histoire. Hein. Moi, quand j'avais 15 ans, que je lisais le mémorial de Sainte-Hélène, j'aurais jamais imaginé être là ce soir. Son Excellence Mark Cates, c'est le successeur du gouverneur Hudson Lowe qui était chargé de surveiller Napoléon. Il y mettait, dit-on, beaucoup de zèle. L'empereur se sentait humilié en permanence. Il disait que l'Angleterre serait déshonorée à jamais du sort qu'elle lui a fait subir. 200 ans après, l'heure est plutôt à l'entente cordiale. Nous avons des liens historiques et culturels très forts avec la France. Grâce à Napoléon. Son empreinte aujourd'hui est encore très importante pour nous. À Sainte-Hélène, toutes les routes ressemblent à celle-ci. Étroites, pentues, sinueuses, avec presque toujours la mer à l'horizon. On va essayer d'aller voir ce dont on nous parle. Est-ce que l'esprit de Napoléon est dans la maison? Cette porte est un monument historique. Elle marque l'entrée du fameux plateau de Longwood. Hello, good morning. Longwood House, Napoleon. Napoleon. Yeah. Napoléon, c'est par là. Entre 1815 et 1821, pendant 6 ans, la population n'avait pas accès à ce secteur. Une garnison de 3000 soldats y campait, dans un seul but. Il y avait des gens, des gardes qui contrôlaient toutes les entrées. C'était pour Napoléon, maybe? Oui, c'était à cause de Napoléon. L'histoire de la maison de Longwood est un roman à elle seule.
Elle a été achetée en 1857 par Napoléon III. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, nous voici sur une île anglaise, à 10 000 km de Paris, en plein milieu de l'océan Atlantique Sud, dans un territoire français. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Alors si je comprends bien, nous sommes en France ici. Eh bien oui, là, vous êtes en France. On est revenu en France. Un petit territoire, mais français. Michel d'Ancoine Martineau est consul honoraire, directeur depuis 1987 des domaines nationaux de Sainte-Hélène et de la maison de Napoléon. Son but est de retrouver le décor et l'atmosphère de l'époque. L'empereur est arrivé en 1815, il a passé 5 ans et demi ici, à Longwood, entouré de quelques généraux et de serviteurs, une trentaine de personnes au total, petite cour d'un tout petit palais. Voici la pièce où il est mort d'un cancer à l'estomac sur un simple lit de camp le 5 mai 1821, à l'âge de 51 ans. Les tableaux exposés montrent ce moment d'histoire. Tout a été restitué. Le papier peint a été fait de la même façon qu'on faisait du papier peint par une entreprise française qui est basée à Tours. On a pu redonner à la pièce son apparence 1821. À Longwood, Napoléon passait beaucoup de temps à dicter ses mémoires au comte Lascaz ou au général Gourgaud. Il dictait, rappelant ses succès, regrettant des erreurs, oubliant ses fautes. Il dictait en songeant à la postérité et à sa place dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est le murmure de sa présence que des visiteurs comme Pascal viennent chercher entre ces murs. C'est ce trou dans les volets qui permettait à Napoléon de regarder avec sa lunette ses geôliers sans être vu. Et ça, c'est très symbolique de l'exil à Sainte-Hélène. Pratiquement personne ne voyait Napoléon, alors que lui observait depuis Longwood les soldats anglais autour. La maison de l'empereur reste la principale attraction de Sainte-Hélène. Le bateau amène toujours quelques touristes, comme Monsieur Dofton que nous avions rencontré et qui continue son travail de mémoire à la recherche des traces d'un de ses ancêtres. Je me demande si mon arrière-arrière-grand-père est venu ici et s'il a pu voir Napoléon dans cette maison. Après sa mort, tous les habitants de l'île, même les esclaves, ont défilé dans l'antichambre pour voir le corps de celui que les Anglais appelaient le général Bonaparte. À côté, il y a la chambre de ses insomnies, 20 mètres carrés, si loin des Tuileries. Bien sûr, la Grande-Bretagne devait s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Mais vraiment, c'est triste de voir qu'un si grand homme ait dû finir sa vie ainsi. La maison reçoit 6 000 visiteurs par an, dont 25 Français. Mais soudain, un bruit nous attire. C'est une intrusion flagrante dans l'espace aérien français. Un moyen d'espionnage qu'aurait sans doute apprécié le gouverneur Hudson Lowe, chargé de surveiller Napoléon. Il avait suffisamment de soldats. Il n'avait pas besoin de ça. Les images de Mike nous permettront de voir le domaine de Longwood sur fond de mer, avec la partie où vivait l'empereur et les appartements des généraux derrière. On découvre aussi les jardins à la française dessinés par Napoléon pour combattre son principal ennemi, l'ennui. Les jardiniers du domaine continuent à s'en occuper et Georgie a un petit protégé, vestige de l'exil. Regardez, planté par l'empereur. Un vénérable chêne vert qui a presque 2 siècles. Pour nous, le tableau est idyllique. C'est la fin de l'été austral, la plus belle saison. Napoléon, lui, maudissait le climat insalubre sur le plateau de Longwood. Il fait trop chaud, trop beau aujourd'hui. D'habitude, c'est gris, sombre, humide. Il y a beaucoup de brouillard, beaucoup de brume.
Les domaines nationaux qui dépendent du ministère des Affaires étrangères emploient 7 personnes à Sainte-Hélène. Un budget de 130 000 € par an pour entretenir 14 hectares. Quand on arrive sur l'île, on a l'impression que c'est juste une barrière de rochers. Mais à l'intérieur, on voit que c'est vert et luxuriant. Georgie, Ralph et Bradley ont encore du travail et nous emmènent vers un des plus beaux endroits de l'île. Toute cette propriété appartient à la France. Depuis la chaîne que nous avons passée jusqu'à l'autre côté de la colline. Toute la vallée est française. Elle a été achetée à l'Angleterre comme la maison en 1857. L'histoire se prolonge au bout du chemin. Toute une histoire encore. Les lieux sont impeccablement entretenus, mais la tombe est vide. Le corps de l'empereur a été ramené en France en 1840. Il repose aux Invalides. Autre curiosité, il n'y a pas de nom. Les généraux français demandaient qu'on inscrive Napoléon sur une plaque. Les Anglais voulaient seulement Bonaparte. Alors il n'y a rien. Il venait se promener ici tous les soirs à cheval. Il aimait le calme du lieu. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Juste à côté, la végétation vient nous rappeler qu'à Sainte-Hélène, nous sommes au niveau du tropique du Capricorne, où il y a une bananerie. Ouais. Les bananes du jardin de la tombe de l'empereur. C'est quelque chose, hein? De l'enterrement, le 9 mai 1821, au départ des cendres, 19 ans plus tard, la tombe était gardée en permanence par une sentinelle. Pendant les quelques 2000 jours de sa captivité, tous les soirs, à la nuit tombée, Napoléon voyait s'approcher les soldats anglais à 15 mètres de la maison pour l'encercler jusqu'à l'aube. Loin du soleil d'Austerlitz, dans la longue nuit de Longwood. Il faut savoir prendre le temps à Sainte-Hélène. Se laisser glisser dans la palette des couleurs, happé par la morsure des falaises. C'est justement ce que Napoléon détestait, le temps soudain arrêté après une vie fulgurante. Les écrivains, Victor Hugo en tête, l'ont décrit dans cette prison sans barreaux, marchant seul, captif des vagues sombres. Et pourtant... Quand je vois ces paysages et l'océan, c'est la liberté. Après, je reste pas enfermée dans ma maison, c'est peut-être la différence. C'est que je vais le voir. Cynthia, elle, s'est prise de passion pour Sainte-Hélène. Depuis quelques mois, elle travaille pour le National Trust, une organisation qui s'occupe de l'environnement. Ce sont ces petits arbres que vous replantez là? C'est là, ça c'est les endémiques, les gumwood, c'est ça. Il n'existe que ici, on peut le trouver que ici. Tout l'habitat naturel de l'île a été décimé par l'homme. Il y a eu beaucoup d'érosion et l'habitat originel il est complètement détruit. Donc nous ce qu'on veut faire c'est le rétablir. Elle a toute une journée de plantation devant elle, mais nous devons la laisser car à Jamestown, Pascal et Frédéric ont une livraison à faire. Pour la livraison? L'uniforme de l'empereur, commandé par l'Office du tourisme, fait sur mesure en France. C'est votre don, ça, c'est ça? Oui, c'est votre contribution. Moi, j'ai le plaisir d'offrir à Sainte-Hélène le chapeau et l'épée. Ah, d'accord. Alors, vous allez essayer? Can you try the hat? Sure. Et par cette chaleur... It's like sport. En effet, c'est du sport. Okay, that's... Pour le bicentenaire de l'arrivée de Napoléon en 1815, Sainte-Hélène prépare des célébrations et c'est Meryl qui jouera le rôle de l'empereur. Le serait très inspiré par la France, comme vous voyez. C'est notre façon de rendre hommage.
Cette année, l'île se met un peu à l'heure française. On va entrer. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles? Michel, je m'appelle Michel. Et toi? Je m'appelle Colby. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bertrand. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jamie. Bonjour, Jamie. Ok, très bien. 4. Pour la première fois dans l'histoire, C'est qui a gagné? un professeur de français, Alison Lecoq, est nommé à Sainte-Hélène. Les enfants en sont encore à leur balbutiement. Ils doivent apprendre les mots, les expressions françaises. Et après, on va discuter l'histoire et tout ça. Mais déjà, dans les écoles primaires, ils vont au tombe de Napoléon, à la maison de Napoléon. Ils le savent déjà. Alors après, on va le faire ensemble, comme le lien entre l'histoire et le français. Au revoir, merci. Merci. Soyez partis, lessons, guys. Okay. Merci, au revoir. Merci, au revoir. L'Arc de Triomphe nous ramène tout droit à Longwood. Donc on va d'abord visiter la partie des généraux. La partie des généraux, d'accord. Là où étaient les généraux qui accompagnaient Napoléon. Absolument. Et donc passer les 5 ans ou 6 ans avec lui. Voilà. Alors ça, c'est l'escalier qui, du temps de Napoléon, montait dans les magasins. Michel d'Antoine Martineau, le consul, a lancé tout un programme de travaux. Donc toute cette partie-là, c'est encore en cours de réouverture au public. Donc voilà le four à pain du temps de Napoléon, qui n'a pas bougé, par contre, ainsi que la cheminée. Et ce sont les employés des domaines qui font revivre le lieu. On refait le parquet. Et vous gardez le même style? Oui, le même style. C'est ça l'objectif, c'est de redonner à la maison son utilité et sa fonction et son apparence et la disposition des pièces 1821. Une partie de l'aile des généraux a déjà été restaurée grâce à une souscription, des dons recueillis par la Fondation Napoléon. L'idée est de pouvoir accueillir ici des groupes pour des séjours. Les gens qui loueront cet espace se serviront de cette pièce comme salle à manger. Il y a 2 chambres à coucher. Le consul veut donner un nouveau statut au domaine pour assurer le financement. Du temps de Napoléon, c'est l'Angleterre qui réglait toute l'addition, le prix de sa tranquillité. L'histoire diffère selon les points de vue. À la résidence du gouverneur, son Excellence a quelque chose à nous montrer. Dans un salon, il y a le portrait de Hudson Lowe, le gouverneur que les Français présentaient comme sinistre, rigide et mesquin. Je les ai mis face à face. De l'autre côté, il y a le portrait de Napoléon qui le méprisait souverainement. Il savait qu'il ne pourrait pas s'échapper. Alors tout son jeu, son plan a été de saper l'autorité de mon distingué prédécesseur en diffusant des histoires en Europe et en particulier à Londres pour dire qu'il était maltraité. Puis, dans les jardins du gouverneur, nous avons une audience avec un personnage hors du commun, un des symboles de l'île. Le premier défi, c'est de le trouver. Vous l'avez trouvé? Oui. Oui, j'ai trouvé Jonathan, c'est là. Ah, il est là. Une fois par semaine, le vétérinaire lui rend visite. But he knows my voice. Il connaît ma voix. Hi, Jonathan. Salut, Jonathan. Hello, Jonathan. He comes to me like a Il dog. vient comme un petit chien. Jonathan est presque aveugle, mais il se porte très bien. Il a juste besoin d'un petit complément alimentaire dans son grand âge. Car cette tortue, qui vient des Seychelles, a l'insigne honneur d'être le plus vieil animal vivant sur Terre. Ce que nous savons, c'est qu'il est arrivé ici en 1882. Il était donné au gouverneur. Et quand il est arrivé, il avait déjà sa taille adulte, c'est-à-dire qu'il avait au moins 50 ans. Alors, si on calcule, il a 183 ans. Peut-être plus. Jonathan, contrairement à son presque contemporain Napoléon,
a su profiter du climat de l'île. Mais il est temps de retrouver Cynthia. C'est une des vues que j'ai de mon terrain de jeu. Elle poursuit sa mission, repeupler le sol de Sainte-Hélène avec des plantes endémiques. Là, vous les choyez, ceux-là, comme des petits... Ouais. Hein? Et oui, là c'est... Ouais, je pense que c'est un des plus beaux jardins du monde. Vers l'ouest, pendant 3000 km, il n'y a rien que la mer, jusqu'au Brésil. Alors là, nous sommes au Briard. Alors, vous êtes ici au Briard, donc la première résidence de Napoléon à Sainte-Hélène. Là-haut? Voilà, là-haut. C'est un des lieux importants du parcours de Napoléon à Sainte-Hélène. Il y est resté 2 mois, d'octobre à décembre 1815. Ça montre l'île sous un aspect inattendu à ceux qui ne connaissent Sainte-Hélène que par les lectures de Lascaz et qui ont tous noirci le tableau à dessin. Là, on se rend compte que l'île de Sainte-Hélène, c'est quand même quelque part un petit paradis sur Terre. Le pavillon des Briards a été donné à la France en 1959 par la descendante des propriétaires qui avaient accueilli Napoléon. Une seule pièce, la chambre de l'empereur, est ouverte aux visites avec des objets et du mobilier de l'époque. Quand on parle de l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, c'est Longwood. Et ici, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Enchantée un peu pour lui. Plus qu'enchantée, c'est une parenthèse heureuse, c'est la période rose de l'exil. Et ici, comme dans une bonne pièce de théâtre, il y a une surprise. Bonjour, bienvenue. Vous habitez ici? Nous, on a beaucoup de chance d'être là. Une partie du pavillon est louée au vice-gouverneur anglais qui a gardé au mur les références à Napoléon. Ah, ça nous plaît beaucoup. On a emménagé depuis environ 1 an et évidemment, on est touché. Et c'est là, au Briard, que Michel d'Antoine Martineau a exposé l'histoire des domaines français de Sainte-Hélène et de ses consuls perdus au bout du monde. Le Montrillo a été remplacé par Roger Il est par lui-même Colin, le et 7e. ensuite Gilbert est arrivé. La tombe et la maison de l'empereur ont été achetées en 1857 à la reine Victoria par Napoléon III. À sa chute, la Troisième République a voulu les conserver. Donc il y a eu un arrangement entre le gouvernement anglais et le gouvernement de France qui consiste à dire que les domaines français restent territoire français tant qu'il y aura une représentation légale de la France à Sainte-Hélène. C'est ce que vous faites là. Et voilà, en plus de la conservation. Sur l'île, la communauté française se résume à 3 personnes. Après le consul et Cynthia, il nous restait quelqu'un à rencontrer. Vous êtes le gentleman farmer? Bonjour. Bonjour. Rémi. Michel. Bonjour Bertrand. Rémi Bruneton vient de Caen. On peut peine à voir les vaches. quand on voit les vaches normandes, de là on voit les côtes, on se dit oh. Ingénieur en travaux publics, il était venu travailler sur le port de Jamestown. Bonjour. Bonjour. Il a rencontré sa femme et fondé une famille. Le week-end, il aide son beau-frère qui possède un des rares élevages de l'île et découvre une manière plutôt exotique pour un Normand de nourrir les vaches. On se rend plus compte de l'ampleur des travaux. En semaine, il travaille maintenant sur un chantier qui va révolutionner la vie des habitants de Sainte-Hélène. L'aéroport. Avoir des avions à 260 personnes toutes les semaines, c'est sûr que ça va changer complètement le tourisme sur l'île. Après, est-ce que ça va être une bonne chose pour l'emploi? Mais socialement, ça va forcément changer les choses. En bien ou en mal, ça je sais pas. Dans le relief torturé de l'île, pour réaliser ce projet, il a fallu raser une montagne et combler une vallée. Pour Rémi, ce sera peut-être un nouveau départ. Ça me plaît toujours, mais c'est une lame à double tranchant parce que forcément, au bout d'un moment, ça finit par devenir un peu ennuyeux. Il se passe moins de choses
et moins d'action. Donc c'est vrai que quand on tourne un peu en rond et quand on est jeune, ça finit par être un peu fatigant. En 2016, Sainte-Hélène va sortir de son splendide isolement. La maison de Longwood recevra sans doute plus de visiteurs. Certains seront peut-être tentés d'y passer une nuit en espérant sentir la présence de l'empereur. Bradley nous amène au grenier où dormaient une quinzaine de serviteurs. L'histoire est partout, jusque dans la poussière. Regardez, c'est la belle poule. C'est le bateau qui est venu chercher son corps. Exactement. En 1840, le roi Louis-Philippe a envoyé une expédition pour ramener la dépouille de l'empereur en France. Il sera transféré en grande pompe aux Invalides. Le soir venu, quand Longwood est rendu au silence, on peut essayer de l'imaginer. Là, seul, dans cette chambre blanche où il s'enfermait parfois des journées entières, sans un mot. La lunette d'Austerlitz à portée de la main, les persiennes à l'horizon, et au-delà, quoi? Avant de partir, il restait un défi à relever. Une curiosité locale, l'échelle de Jacob, un escalier de 699 marches qui monte d'un trait à 200 mètres au-dessus de la capitale. Ça va? Ça va, je pense qu'il me reste encore 672 marches à faire, mais ça va. Après 8 jours passés sur l'île, le RMS Sainte Helena revient nous chercher. 697, 698, 699. T'es où, Michel? Je sais plus, j'ai arrêté de compter. Quand le bateau arrive, c'est toujours un peu la fête à Jamestown. Et c'est un moment émouvant. Ce navire, qui est le seul lien de l'île avec l'extérieur, va bientôt s'arrêter. Il sera remplacé par l'avion. La fin d'une époque. Le journal local a fait sa une sur le costume de l'empereur pour le bicentenaire. Avant 5 jours de mer pour regagner le cap, une dernière fois, les falaises de la légende s'imposent à nos regards. C'est l'image que Napoléon n'a jamais eu la chance de voir. Sainte-Hélène qui s'éloigne et se perd dans les flots de l'Atlantique Sud.